à cette table ronde sur la thématique de la sobriété numérique. Donc je me présente, Antoine Guillot, je suis consultant au sein du cabinet Wavestone. Avec moi donc, se trouve dans l'ordre Quentin Fauconnier, qui est directeur Sustainability chez Actionable, en charge des projets numériques responsables. Alors, est-ce que c'est actionable? Alors, actionnable, mais pour nos amis anglo-saxons, actionable passe aussi. Ok, ça marche. Ensuite, donc, nous avons Théophile Caron, qui est chargé de projet éco-conception et copilote de la démarche numérique responsable à la RATP. Bonjour. Et finalement, Amael Parot-Hey, qui est expert numérique responsable pour greenIT.fr. Bonjour. Donc pour information, cette table ronde est rediffusée sur pulse.sido-lyon.fr ou .com, je ne sais plus. Et vous pourrez aussi accéder au replay de l'événement à cette adresse. Donc pour entrer directement dans le sujet, donc, avant de parler tout de suite de ce qu'est la sobriété numérique, quelles sont les bonnes pratiques, peut-être première question pour monsieur Parot-Hey, sur quel est l'impact du numérique en fait. Qu'est-ce que ça représente ? Donc le numérique à l'échelle globale, donc à l'échelle mondiale, ça va représenter à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. On va atteindre bientôt les 10% de consommation électrique. 4% de gaz à effet de serre, ça représente 2 fois les impacts de l'aviation civile, pour donner un peu une ordre de grandeur. Ça va aussi avoir des impacts très forts naturellement sur la consommation d'énergie en règle générale. Ça va poser des questions sur les ressources, les fameuses terres rares dont on entend parler, donc des questions d'approvisionnement matériel et des questions géopolitiques. Et dernier impact assez important du point de vue environnemental, c'est l'impact sur l'eau, puisque la production de matériel électronique consomme énormément d'eau. Ok, et quand on parle de numérique, du coup, numérique c'est assez large, on parle de quand l'impact vient d'où, c'est quoi qu'est-ce qui pèse le plus? Alors ça va dépendre principalement du pays dans lequel on se trouve. En Europe et a fortiori en Europe de l'Ouest, c'est principalement la fabrication du matériel qui va poser un problème du point de vue environnemental. Dans les pays d'Europe de l'Ouest, les mix électriques, donc la production d'électrique se fait de façon relativement propre. On utilise des énergies qui sont assez peu carbonées et du coup, l'impact de la fabrication du matériel va être peu amorti vis-à-vis de l'usage, donc de la consommation d'électricité. Si on se place maintenant en Chine, par exemple, en Pologne, ou aux États-Unis, la tendance va s'inverser et on va se retrouver plus ou moins à l'équilibre, évidemment en fonction du pays. Donc on va retrouver principalement la fabrication en Europe et pour le reste, on peut atteindre à peu près des 50-50 entre l'usage et la fabrication du matériel. Quand vous parlez de fabrication de matériel, on parle de quel matériel? On aurait pu penser quand on parlait de l'impact numérique, par exemple de la consommation énergétique des data centers. Donc là, vous parlez de fabrication de matériel. On parle de quoi exactement du coup ici? Derrière tout service numérique, derrière toute activité digitale, il y a forcément quelque part un ordinateur, un serveur qui va tourner et un terminal pour afficher l'information. La production de ce matériel, donc d'un côté et de l'autre de la chaîne, va demander d'être fabriqué à un moment. Spécifiquement, ça va demander une phase d'extraction de ressources, qui est vraiment la phase la plus consommatrice et la plus impactante du point de vue environnemental. Et c'est donc à ça qu'on fait référence quand on parle de la fabrication du matériel. Donc à la fois les serveurs, le matériel réseau et votre ordinateur, votre laptop ou votre smartphone. Okay, vous avez des chiffres à nous donner pour qu'on se fasse une idée de ce que représente chaque segment, on va dire, entre fabrication, utilisation, data center, terminaux utilisateurs, etc. Alors, comme je disais, sur une entreprise en Europe de l'Ouest, donc pour les entreprises que je connais, une entreprise française par exemple, on va retrouver dans le cadre de l'entreprise qu'à peu près 30 à 40% de l'impact va provenir de l'environnement utilisateur. Donc tous les terminaux, laptops, smartphones, ordinateurs qui vont être fournis aux employés, ça va représenter à peu près 30%, c'est le premier poste. Derrière, à souvent un peu moins de 30%, on va retrouver le réseau et la téléphonie, donc le passage au softphone, la connectivité diverse et variée, donc que ce soit filaire ou Wi-Fi, l'ensemble du réseau de communication interne à l'entreprise. Et puis en troisième, on va retrouver souvent les data centers
Pourquoi en troisième? Généralement parce que des premiers efforts ont été faits pour l'optimisation. Donc bien que le matériel soit plus concentré, on va avoir des pratiques déjà optimisées et puis on va avoir quand même beaucoup moins de matériel que le smartphone, le laptop qui est fourni à chaque employé. D'accord. Donc là, il me semble que vous disiez 4% de la consommation, dans des émissions totales carbone, c'est ça le numérique? Est-ce que c'est un chiffre qui est plutôt à la baisse, car les équipements, les data centers sont de plus en plus performants du coup? Alors on aimerait bien, mais pas du tout. On est en croissance exponentielle depuis presque 20 ans sur l'ensemble des activités numériques et donc naturellement les impacts augmentent beaucoup. On a effectivement beaucoup d'améliorations, beaucoup d'optimisation, mais ce qu'on va retrouver de spécifique dans le numérique, c'est un effet rebond très très fort. À chaque fois qu'on va économiser quelque part, on va souvent réaugmenter l'utilisation ou la consommation ailleurs. Pour un exemple très simple, on arrive à économiser sur les coûts dans les data centers, on améliore les processus et on optimise la consommation électrique. Ça va nous permettre de faire des services à moindre coût, du coup on va utiliser plus de services. Bilan des courses, on a quand même augmenté le matériel utilisé, augmenter notre consommation totale de services et du coup l'empreinte environnementale va avec. Ok, très bien. Avant que je passe à la question suivante, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour compléter, Théophile? Non. Eh bien moi j'ai une question. Je vois que les entreprises commencent à se saisir du sujet et à vouloir agir, on va dire, pour faire baisser leur empreinte. Donc, exemple RATP, qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce qui motive les entreprises de manière générale à agir, on va dire, à lancer des actions? À la RATP, en fait, ce qui a motivé le lancement de la démarche, c'est d'abord la prise de conscience des individus autour de ces sujets. Il y a une première prise de conscience à la parution du premier rapport du Shift Project en 2018 qui faisait état de tout ce qu'a expliqué Amael sur l'impact environnemental du numérique. Et puis en 2019, on a présenté la feuille de route énergie-climat de la RATP, alors, qui porte essentiellement sur les consommations d'énergie qu'on utilise pour faire rouler nos trains et nos bus. Mais lorsqu'on a fait le cycle de conférences pour présenter la feuille de route en interne aux salariés, on a eu énormément de questions adressées sur les sujets autour du numérique. Mais qu'est-ce qu'on fait comme rapport entre cette feuille énergie-climat et le programme autour de l'intelligence artificielle, autour des véhicules autonomes, sur la révision de la politique de dotation des équipements individuels où on dote de plus en plus les collaborateurs de smartphones, de tablettes, etc. Donc il y a eu déjà cette prise de conscience au niveau des individus qu'il y avait un sujet autour du numérique. Donc on a commencé à s'interroger sur qu'est-ce qu'on pouvait faire autour de ce sujet-là. Et quand on a regardé ailleurs, on a vu aussi que l'écosystème du numérique commençait de la même façon à se poser pas mal de questions. Les différentes directions SI dans d'autres entreprises, les autres équipes RSE. Moi, je fais partie de l'équipe RSE de la RATP et quand on a échangé avec des collègues, on sentait bien qu'il y avait aussi des interrogations autour du numérique. Et donc, on a lancé en 2020 cette démarche. Et on a trouvé d'autres sources de motivation. Déjà, quand on a commencé à échanger en interne avec les différentes équipes, on a bien vu qu'on n'a pas attendu de faire ces constats sur l'impact du numérique pour faire quand même avoir déjà un certain nombre d'initiatives. Amael parlait de l'optimisation de l'impact des data centers. À la RATP, la direction SI a fait pas mal d'actions là-dessus. On est en train de déménager un certain nombre de nos serveurs de data centers plutôt anciens avec des PUE assez élevés vers un nouveau data center qui a été mis en service en 2017 avec un PUE qui a un objectif de 1,3 pour ceux à qui ça parle. Le sujet de virtualisation des serveurs pour limiter l'encombrement des machines. Après, comme le dit Amael,
on optimise, mais par ailleurs, comme on améliore le service, on stocke de plus en plus. Donc, on n'a pas forcément on n'a pas forcément réduit l'impact. Mais bon, sur les data centers, par exemple, on a à la RATP amélioré de 12% la performance globale au niveau énergétique. Et puis un levier aussi sur lequel la démarche va s'appuyer, qui va être motivation ou en tout cas obligation, c'est le levier réglementaire. Donc, Monsieur Fauconnier, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet aspect réglementation ? Alors, justement, sur le levier réglementaire, moi j'ai envie un peu de revenir sur ce qui s'est passé sur cette année 2020, en tout cas ce qui est en construction. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie accélération, une vraie prise de conscience des pouvoirs publics sur les questions d'environnement et de numérique. Tout d'abord, en début d'année, on a le gouvernement qui a publié une feuille de route numérique et environnement qui décrit un petit peu ce que doivent être les grands piliers, à savoir, d'abord il s'agit de connaître et de mesurer, qui est un premier pilier de la feuille de route du gouvernement. Aussi un deuxième pilier qui est de réduire l'empreinte environnementale, preuve que en tout cas les pouvoirs publics prennent ça à bras le corps. Et enfin, un des derniers piliers, c'est innover, mais aussi utiliser le numérique pour réduire d'autres empreintes carbone. Donc ça, c'est un premier jet, en tout cas fort des pouvoirs publics. Un deuxième, c'est la loi en cours de promulgation, donc ça devrait être dans les prochains mois, sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc là, c'est une loi proposée cette fois par les sénateurs et revue par les députés. Là, on est vraiment sur des articles de loi très coercitifs sur la notion d'empreinte environnementale du numérique, notamment pour des acteurs, on y reviendra plus tard, des médias, avec tout le sujet de la vidéo en ligne qui peut être assez impactant et important, avec beaucoup de données et d'émissions de CO2 associées. Et puis peut-être comme un symbole, de manière très concrète, à la fin de l'été, je ne sais pas si certains ont suivi, on a eu la loi d'application de la Convention citoyenne, et il y a notamment, sur tout ce qui concerne la formation, des critères très précis pour que la notion de sobriété numérique soit intégrée dans les différents programmes de formation. Vous avez un exemple du coup de quelque chose qui sera obligatoire demain, mais qui n'est pas aujourd'hui, auquel on ne pense pas forcément ? Alors, ce qui va être obligatoire demain, alors c'est plutôt à horizon 2023 ou 2024, ça va être pour les plus grandes entreprises, notamment de publier entre guillemets un sous-bilan carbone, en tout cas une empreinte environnementale de ce que sont les activités numériques. Aujourd'hui, vous avez des obligations qui datent d'il y a 5 ou 10 ans d'obligation de publier certains éléments sur un bilan carbone générique. Aujourd'hui, ce vers quoi on se dirige dans notamment la loi de réduction de l'empreinte environnementale, c'est que les entreprises fassent cette mesure et la communiquent. Donc des choses très concrètes et aussi des choses un petit peu plus précises, notamment ce qu'évoquait Amel tout à l'heure, c'était le très fort impact de la production des équipements sur la question d'achat, de recyclabilité, d'empreinte carbone des équipements. Il va y avoir des obligations, des sortes d'étiquettes qui vont arriver dans les toutes prochaines années. Donc voilà 2 exemples précis sur quelques articles de loi encore en discussion. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour les enjeux. On comprend qu'il va être nécessaire d'agir. Donc on parle de sobriété numérique. Monsieur Parot, ça veut dire quoi sobriété numérique en fait ? Alors je vais essayer de proposer une définition assez simple et sans grande prétention, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre que le numérique, ça a un impact. Même si le digital, ça ne paraît pas, même si on parle de cloud, de virtuel, c'est bien réel, ça a vraiment un impact et il faut le prendre en compte. Pour moi, le pilier essentiel de la sobriété numérique, c'est ça. Le reste, c'est vraiment technique, ça va être d'essayer d'améliorer la situation, d'optimiser des processus. Mais le concept qu'il y a derrière la sobriété numérique, c'est de comprendre qu'on a un impact et de chercher d'une façon ou d'une autre à le réduire. Ok, donc du coup, quels sont les grands axes quand on parle de sobriété numérique, on parle de quoi ? Quelles sont les bonnes pratiques les plus importantes, on va dire, de manière assez...
Alors justement, c'est à travers la compréhension de cet impact qu'on va pouvoir chercher à améliorer son empreinte et à la réduire. À l'échelle individuelle, l'élément le plus puissant, ça va être de réduire la consommation de matériel. Donc derrière toutes nos activités virtuelles, nos activités digitales, il y a du matériel qui tourne, un laptop, un smartphone, qu'on va avoir tendance à changer régulièrement, très régulièrement et peut-être trop régulièrement. Donc pour donner simplement un exemple, alors que ce genre de matériel, le matériel portable a des durées de vie de 4 à 5 ans d'un point de vue technique, d'un point de vue social, c'est acceptable pendant 2 à 3 ans. Donc on a de ce point de vue-là quelque chose qu'on peut améliorer et qui va consister effectivement à garder ces appareils, prolonger leur durée de vie. En entreprise, on va retrouver un équivalent en passant par le circuit du réemploi. Donc le réemploi, c'est vraiment la partie externe. On a fini d'utiliser l'ordinateur pendant 3, 4, 5 ans, des fonctions des durées de dotation internes. Et là, on va le revendre, le donner à un broker qui peut être de l'économie sociale et solidaire ou pas d'ailleurs, qui va racheter tout ou partie du parc pour que ce matériel ait une seconde vie. Ça fait partie des pratiques qui sont vraiment les plus efficaces. C'est vraiment de comprendre qu'il y a un impact matériel et c'est là qu'on trouve les premiers éléments. Au niveau du plus logiciel, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment logiciel, c'est vraiment au niveau des services qu'on va proposer, on va chercher à les éco-concevoir. Là, c'est quelque chose qui touche spécifiquement les entreprises, c'est essayer de trouver des solutions à moindre impact carbone, moindre impact environnemental en règle générale. Pour ça, ça va demander de réfléchir plus loin que de l'optimisation de code et vraiment se demander qu'est-ce qu'on veut proposer, comment on y arrive, est-ce qu'on fait du numérique ou justement pas de numérique. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais appuyer, c'est que les mails, effacer ces mails, très certainement, ça ne sert à rien. C'est de l'effet du colibri si vous avez du temps à utiliser pour trier vos mails. Alors peut-être d'un point de vue charge mentale, c'est bien de le faire, mais d'un point de vue environnemental, si vous voulez faire quelque chose, essayez de convaincre votre hiérarchie de faire bouger l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oui. Enfin, en tout cas, c'est dans la métrique qu'on a mis en place, effectivement, c'est pas en se limitant à trier les mails qu'on va résoudre la question. Non, je voulais compléter sur la notion de sobriété numérique pour aussi étendre. On a parlé d'impact et on a beaucoup évoqué les impacts environnementaux, mais il y a aussi des impacts sociaux et sociétaux liés au numérique qu'il faut pas oublier. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête qu'on avait partagés en interne à la RATP sur le partage du constat. Dans nos smartphones, etc., il y a beaucoup de métaux qui viennent de mines exploitées dans un certain nombre de pays, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie. Et dans lequel on retrouve beaucoup de travail d'enfants, ou des droits du travail qu'on pourrait juger au regard des droits de l'homme discutables. Et un autre aspect aussi sociétal assez important au niveau numérique, c'est la gestion des déchets. Et aujourd'hui, les estimations tendent à montrer que le trafic des déchets numériques à l'échelle mondiale, c'est équivalent au trafic de drogue. Donc il y a aussi des sujets sociaux et sociétaux à aborder et des impacts à gérer à ce niveau-là. Il n'y a pas que l'impact environnemental. Voilà. Si je peux juste donner un chiffre effectivement pour compléter cette dernière citation, on estime que 70% des déchets électroniques européens quittent l'Europe de façon illégale, puisqu'il y a une convention internationale dont les États-Unis d'ailleurs ne font pas partie, qui interdit d'exporter des déchets électroniques. Donc très souvent, ça sort comme de la seconde main, mais c'est vraiment des déchets qui atterrissent en Afrique de l'Ouest principalement. Ok, très bien. Donc je comprends que quand on parle de sobriété numérique, on parle de tout le cycle de vie du service ou du matériel, de la conception, fabrication, l'utilisation et jusqu'à la fin de vie. Donc monsieur Fauconnet, est-ce que vous avez d'autres exemples, on va dire, précis d'application du concept de sobriété numérique, en particulier, alors, il me semble que vous travaillez sur des sujets de big data, IA. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous raconter là-dessus ? Alors, tout à fait. On a effectivement beaucoup évoqué le fait, à juste titre, que les équipements, la production des équipements informatiques a un poids carbone important. Mais en tout cas, en termes de faisabilité,
d'action au jour le jour, c'est surtout sur l'utilisation des datas, les datas qu'on traite, qu'on va avoir un impact concret. Je m'explique, par exemple, alors j'y viendrai un petit peu après. Chez Actionable, on accompagne de nombreux acteurs, notamment du secteur des médias, et qui ont un vrai sujet en ligne, en ligne de mire, c'est l'impact de la vidéo en ligne. Plusieurs d'entre vous ont probablement entendu parler du rapport du Shift Project sur l'impact insoutenable de la vidéo en ligne. En fait, le sujet, c'est qu'au-delà de la fabrication des équipements, notamment sur des plateformes de type Netflix ou même pour des plateformes de revisionnage de programmes TV, y compris de chaînes françaises, on a un impact très fort des données. Pourquoi ? Parce que vous avez tout d'abord tout ce qui est le stockage des vidéos, des recalculs pour savoir à qui on va envoyer telle vidéo, la publicité. Donc vous avez tout d'abord un impact sur des serveurs et des data centers assez importants, en particulier quand ces data centers sont à l'étranger. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir, on va dire, des vidéos avec la meilleure qualité possible, du HD, de la 4K, etc. Et vous avez probablement entendu parler notamment de l'effet rebond sur la 5G. Aujourd'hui, ce qui émet énormément de CO2, c'est que quand vous regardez une vidéo sur votre téléphone ou votre ordinateur, à chaque fois, vous avez plusieurs gigas de données pour chaque vidéo qui sont envoyées sur l'ensemble des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunications. D'ailleurs, je crois que Théophile, tu pourras communiquer sur cet aspect impact des réseaux de communication. Et en tout cas, par exemple, pour la vidéo en ligne, plus de 50%, parfois 70% des émissions de CO2, c'est toute cette partie de diffusion liée à la taille des vidéos. Et enfin, le dernier point important, ça reste vous, utilisateurs, vous avez des équipements qui tournent lorsque vous regardez des vidéos. Donc ça, c'est un impact assez important. Et aujourd'hui, de manière concrète, ce que font les acteurs, par exemple, ça va être rapatrier les data centers ou se concentrer sur des data centers basés en Europe de l'Ouest et en particulier en France ou en Suède. Il faut savoir que rien que le Royaume-Uni, ça va être des émissions 4 fois supérieures que la France, les États-Unis 10 fois et la Pologne 20 fois. Donc on a quand même des écarts de facteurs d'émissions de CO2 extrêmement importants d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier sur lequel on peut jouer de manière concrète, c'est le type de réseau que vous utilisez. Typiquement, regarder une vidéo sur un smartphone en 4G, c'est beaucoup plus impactant qu'en Wi-Fi. On ne le sait pas forcément, mais on a des rapports de 2 à 3 pour la même vidéo regardée. Et enfin, en visionnage, on va plutôt être sur des bonnes pratiques. Ne pas laisser tourner son ordinateur ou son téléphone avec on a souvent des applications avec des vidéos qui tournent en ligne de manière on va dire permanente, 4, 5, 6 fois. On peut laisser tourner une plateforme pendant 1 heure et avoir des épisodes qu'on ne regardera pas mais qui tournent quand même sur son appareil. Donc ça, c'est un peu les pistes concrètes de réduction. Puis enfin, il y a des pistes un petit peu plus technologiques, notamment même pour avoir de la HD, on peut travailler sur l'encoding de vidéos de manière très précise, réduire quand même la taille d'une vidéo à iso-qualité. Donc en fait, on a plein d'actions de réduction assez concrètes que notamment nous on échange avec des équipes assez techniques d'acteurs des médias télé pour justement réduire la taille des vidéos, entre autres. Donc ça, c'est un premier exemple concret sur la data. Et un deuxième sujet sur lequel on travaille chez Actionable, c'est de manière plus précise sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs, notamment y compris dans l'industrie, qui ont des montagnes de données qui doivent être traitées et qui commencent à lancer plein de projets d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on commence à avoir lorsque ces entreprises font leur bilan carbone, y compris du numérique, elles se rendent compte que finalement, rien que les projets IA, c'est peut-être 20 à 30% du total des émissions du périmètre numérique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait tourner des quantités d'algorithmes avec des montagnes de données sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, pour faire des tests. Aujourd'hui, les bonnes pratiques, elles commencent à être connues. Là encore, on a l'aspect, data center, quelle est la localisation, quel type
dans quel pays je fais mes calculs, mais surtout aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui au CIDO, c'est quel type d'IA je mets en œuvre et pourquoi faire. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler du deep learning, mais très souvent, pour traiter un problème d'intelligence artificielle, le deep learning, c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, utiliser un marteau pour écraser une mouche. On est sur des temps de calcul beaucoup plus importants que des régressions plus classiques ou des algorithmes plus simples, et ne pas tout de suite se concentrer sur le deep learning, mais plutôt sur des solutions plus simples, c'est une première manière de réduire son impact. Au-delà de l'aspect purement carbone, le deep learning, c'est aussi on va dire, Théophile, tu parlais tout à l'heure d'impacts aussi sociaux et sociétaux. Il faut savoir que le deep learning, c'est un peu une boîte noire. On peut aussi avoir des notions de biais. On ne comprend pas trop ce qui est fait, comment expliquer les algorithmes. Donc, au-delà du carbone, on a aussi des sujets de, finalement, que fait l'algorithme, comment il fonctionne. Donc, il y a un vrai sujet pour questionner le type d'algorithme qui est mis en œuvre. Et puis enfin, un dernier type d'action clé qui est mis en œuvre parmi les directions data, c'est ce qu'on va appeler de la réutilisation d'algorithmes types. Je donne un exemple. En tout cas, en particulier chez Actionable, on travaille beaucoup auprès de nos clients sur des sujets de Natural Language Processing, donc du NLP. Et en fait, il y a beaucoup d'algorithmes basés sur des dictionnaires de mots, des premières préanalyses qui existent. Et donc, en fait, quand on lance un projet, on ne réinvente pas la poudre, on réutilise des pré-algorithmes déjà définis, ce qui évite de reconsommer à chaque fois des ressources de calcul. Donc voilà un petit peu des actions types sur 2 sujets clés, la data et l'IA. Ok. Est-ce que vous avez d'autres retours d'expérience précis à nous partager et les résultats que vous avez pu obtenir? Alors, tout à fait. Là, c'était plutôt des actions types qui sont vraiment implémentées. En termes de retour d'expérience, aujourd'hui, il y a des retours d'expérience vraiment précis. Moi, ce sur quoi j'ai envie de communiquer, c'est par exemple le groupe M6, avec qui on a travaillé et qui a communiqué un peu plus tard que la semaine dernière, justement sur le sujet de l'éco-conception et la réduction de l'empreinte carbone de sa plateforme Sysplay, que certains d'entre vous ont probablement déjà utilisé. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'an dernier, sur le dernier trimestre 2020, voilà, le groupe M6 nous a contactés en disant voilà, on veut réduire notre empreinte carbone, mais on veut aussi des gens qui connaissent l'environnement numérique. Et donc on a commencé, première étape, par effectuer une mesure de l'empreinte carbone alors uniquement de la plateforme Sysplay, qui est vraiment l'élément le plus numérisé du groupe. On a pu constater qu'on avait plusieurs dizaines de milliers d'empreintes carbone chaque année. Donc plusieurs dizaines de milliers, c'est quand même plusieurs milliers de Français en termes d'empreinte carbone, ou plusieurs dizaines de milliers d'allers-retours Paris-New York. Donc on est quand même sur des empreintes assez importantes. Donc on a fait toute cette photographie en regardant vraiment tous les périmètres de la vidéo en ligne, tous les types on a regardé quels étaient tous les clouds, tous les systèmes de diffusion, donc vraiment en détail, une belle empreinte. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on a identifié toute une liste d'actions de réduction assez précises. Tout à l'heure, je vous disais, par exemple, on peut le Wi-Fi ou la 4G, ça n'a pas le même impact. Par exemple, l'action qui correspond, ça va être mettre en place un système qui alerte l'utilisateur pour basculer de la 4G au Wi-Fi quand, par exemple, vous êtes chez vous. Vous étiez dans votre métro, vous étiez en 4G, chez vous, vous n'êtes pas repassé en Wi-Fi. Ça, c'est une action type. Donc ça, on a listé une quinzaine d'actions qu'on a hiérarchisées. Et suite à ce constat, le groupe M6 a travaillé, a mis en œuvre des solutions. Et la semaine dernière, vous pouvez voir des traces c'est repris sur Internet. La solution EcoStream est déployée par le groupe M6 sur la solution Sysplay. Et donc maintenant, vous avez vraiment une case à cocher qui vous dit passer en Wi-Fi. Donc c'était vraiment implémenté directement au sein de la solution. Donc ça, c'est un exemple concret de je pars d'un constat de données. J'élabore des solutions et je les mets concrètement en œuvre avec, là, dans le cas d'une plateforme numérique concrète. On accompagne aussi, alors chez Actionable, d'autres acteurs, mais je pense que Théophile, tu en diras un petit peu plus. Alors on t'a accompagné effectivement sur des sujets numériques responsables, mais je te laisserai la parole sur ces éléments.
Ok, donc moi je comprends en tout cas qu'il y a énormément tout un panel, on va dire, de solutions pour aller vers plus de sobriété. Donc pour une entreprise qui souhaite lancer une démarche numérique responsable, je posais la question à Théophile du coup, enfin, 2 questions même, c'est au final par quoi commencer, enfin par où commencer, et à qui doit porter la démarche et participer à cette démarche. Alors moi je vais vous partager le Rex de la RATP, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas c'est comme ça qu'on a fait et qu'on va parvenir à une feuille de route et une politique autour du numérique responsable. Alors si je reprends ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'on a eu toutes ces questions et ces demandes autour de ce sujet, on a décidé de lancer un projet numérique responsable. Alors quand je dis on, c'est l'équipe RSE en copilotage avec l'équipe de transformation digitale. Parce que quand on s'est dit sobriété numérique responsable, il va falloir mettre deux têtes pour piloter ce programme. Une partie plutôt orientée développement durable et puis une partie plutôt orientée numérique. Et donc on a commencé par des ateliers exploratoires au sein du groupe RATP où on a réuni un certain nombre d'acteurs internes déjà pour partager le constat et valider la nécessité de structurer la démarche. Et ces ateliers nous ont permis de mettre en place 2 instances. Une première instance, c'est le COPIL numérique responsable, dans lequel on a réuni dans ce COPIL directement les directions fortement impactées par la démarche. Donc évidemment notre directrice de la stratégie de l'innovation et du développement, dans lequel font partie les équipes RSE et transformation digitale, le directeur des systèmes d'information de la RATP. Alors, le directeur des systèmes d'information de la RATP pour la partie que vous connaissez tous, qui sont les réseaux en Île-de-France, et le directeur des systèmes d'information de la RATP ailleurs, puisque la RATP exploite un certain nombre de réseaux en dehors de l'Île-de-France, en France, mais aussi dans le monde. Le directeur des achats et de l'immobilier, aussi impacté par la démarche, et puis des représentants de différentes filiales à caractère numérique, comme la filiale RATP Smart System qui développe un certain nombre de systèmes de billettique et d'information voyageurs dans des réseaux de transport. Et donc ce COPIL, depuis la création, on le réunit trimestriellement pour faire un certain nombre de points d'étape sur la construction de la démarche. Et le fait d'avoir embarqué directement la direction permet quand même d'avoir une certaine visibilité au sein du groupe sur le déploiement de la démarche et évidemment de pouvoir prendre des décisions directement au niveau du comité de direction. Donc ça aide beaucoup à impulser la démarche. Et la deuxième instance qu'on a créée, c'est des groupes de travail autour des différentes thématiques liées au numérique responsable. Alors, je mets à parler de numérique responsable alors que le thème c'est sobriété numérique, donc je vais peut-être faire un point d'étape là-dessus. En fait, quand on a commencé les ateliers, on était très orienté sobriété numérique, Green IT, IT for Green, Green for IT, enfin tous les termes anglais qu'on peut retrouver là-dessus. Et on a abouti à une définition du numérique responsable qui est celle du club du Green IT, qui en gros retient 2 aspects du numérique responsable, celui de la sobriété numérique, donc la réduction des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. Et le deuxième aspect, c'est le numérique pour répondre aux objectifs du développement durable. Donc les services numériques, mettre en place les services numériques aussi pour répondre à ces objectifs-là, en évitant par ailleurs les effets rebonds que ça peut générer. Et donc on a constitué 4 groupes de travail. Un premier autour des services qu'on a appelé services responsables, donc orienté justement sur la RATP en tant que fournisseur de services numériques, quel service la RATP peut déployer pour répondre aux objectifs du développement durable. Et puis 3 autres groupes de travail plutôt orientés réduction d'impact, un éco-conception, un gestion du système d'information existant et un autre autour des usages collaborateurs. Et à partir de ces groupes de travail,
la première étape a été déjà de cartographier les activités du numérique au sein du groupe, qui fait quoi en termes de conception, en termes de gestion, en termes d'utilisation. Et puis, ce qui nous manquait en fait principalement au démarrage pour identifier les actions à mettre en œuvre et prioriser, c'était une analyse de l'existant quantifiée. Une quantification des impacts, et donc on s'est enjoint les services de la société actionnable qui nous a accompagnés dans l'analyse de l'existant sur l'évaluation de l'impact carbone du numérique. Là, on a quantifié des indicateurs autour de la consommation énergétique, des déchets numériques, et puis aussi des indicateurs plutôt sur des aspects sociaux, sociétaux, comme la part d'appel d'offres intégrant des critères RSE dans le domaine du numérique. Voilà, et donc là on est dans la démarche, on vient de finir l'analyse de l'existant juste avant l'été. On a partagé ça avec le COPIL durant l'été, et là on lance la dernière étape qui est de construire une feuille de route avec la constitution d'une politique et un plan d'action pour répondre aux engagements. Ok, donc pour résumer, création de la gouvernance, analyse de l'existant, mise en place d'une feuille de route. Moi, je me pose la question pour l'analyse de l'existant, comment mesurer en fait son impact? Ça ne va pas être si facile que ça. Je confirme. Alors bon, déjà, ça demande d'aller chercher beaucoup de données d'entrée et justement tout le travail de cartographie qui avant cette analyse d'existant, avant cette quantification d'impact, a permis de savoir où aller chercher les données. Donc beaucoup de données sur le nombre d'équipements qu'on utilise, pas mal de données aussi issues des applicatifs sur des volumes de flux de données d'un certain nombre d'applications qu'on peut avoir. Quentin, tu peux compléter ainsi, comme tu as été... Tu avais les mains dans le cambouis, comme on dit. Totalement. Voilà, et après, on utilise face à ces quantitatifs des données environnementales, et c'est là où on découvre que dans le secteur du numérique, contrairement à des secteurs comme la production et la distribution d'électricité, les données environnementales ne sont pas disponibles, ou en tout cas celles disponibles disposent de niveaux d'incertitude qui sont assez importants. Donc on arrive quand même à des quantifications d'impact avec des niveaux d'incertitude qui sont assez importants, mais qui donnent quand même des ordres de grandeur et qui permettent de marquer les esprits en fait sur qu'est-ce qui fait notre impact. Si je prends l'exemple, Quentin citait les réseaux tout à l'heure, c'est par là qu'on s'est rendu compte que le déploiement du réseau 3G, 4G en souterrain dans le réseau de l'Île-de-France, aujourd'hui, ça représente 30% de la consommation énergétique du numérique de la RATP. Et ça, c'était pas du tout connu, appréhendé avant cette démarche de quantification. Quentin, je ne sais pas si tu veux compléter sur... Non, tu as totalement raison, et notamment sur cet aspect, on a refait les calculs plusieurs fois, mais voilà, effectivement, c'était un poids très important. Ce qui est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la vidéo en ligne. En fait, les réseaux, on ne les voit pas, mais on a des consommations d'énergie très importantes qui sont liées. Le groupe Orange, par exemple, a d'énormes consommations qui sont d'ailleurs publiées sur Internet, donc très important. Et pour revenir aussi sur la complexité, l'objectif, c'était aussi vraiment de s'assurer qu'on ait bien tout vu sur le numérique, parce que souvent, on va avoir des éléments qui sont « Ah, mais en fait, il y a des bureaux ici, on a oublié, il y a des salles informatiques ». Et être exhaustif et ne pas oublier d'éléments, c'est un peu le plus dur, parce que cette cartographie, comme tu dis, elle est souvent pas encore existante. Donc c'est vraiment un travail de fourmi, et ce qui est important, c'est de mobiliser un peu tous les acteurs, et il y a pas mal de bonne volonté. Oui, et après, il faut aussi garder à l'esprit que c'est une première étape, un premier calcul. Et donc nous, ce qu'on a en fait demandé aussi tout de suite, ça n'était pas d'avoir juste un rapport avec des chiffres dedans qui ne seraient pas exploitables par la suite, mais d'avoir en fait un outil qu'on pourrait par la suite améliorer avec les données d'entrée qu'on va pouvoir récupérer par la suite. Donc l'analyse de l'existant est
pas vraiment fini en fait. On a une première quantification qui nous permet de... On a débroussaillé, voilà. Donc ça nous permet d'avoir une première approche, mais il va falloir améliorer les calculs sur un certain nombre de postes. Ok, très bien. Donc, pour lancer cette démarche, donc les résultats, ils se comptent en réduction de l'impact carbone. Du coup, tout ça, j'imagine que mettre en place cette démarche, ces projets, ça a un coût. Donc, quel est l'impact financier, on va dire, de la mise en place de ce type de démarche? Là, je pose la question à Monsieur Fauconnier. Alors effectivement, sur l'impact financier, la première chose, c'est en lien avec ce que tu citais, hein, Théophile, c'est la mobilisation des acteurs, à la fois en interne, donc du temps des équipes, ça peut être pour certaines personnes parfois quasiment un mi-temps pendant plusieurs mois, et puis des sollicitations de nombreux acteurs, mais aussi très souvent se faire accompagner par des acteurs externes. Donc ça déjà, il y a un aspect dépenses d'études et de services. Ça, c'est le premier coût. Le deuxième impact, ça va être quand on va concevoir des nouveaux systèmes. Par exemple, pour tout ce qui est data center ou autre, il faut faire des études plus approfondies sur des matériaux plutôt de dernière technologie, intégrer l'éco-conception. Donc là encore, on est sur des coûts plus importants. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect effectivement qui ressort. Et ce qu'on se dit, c'est nous sommes sur des coûts. Cependant, assez rapidement, ce dont on se rend compte, c'est qu'on peut aussi être sur des gains assez significatifs. Tout d'abord, un peu en lien avec ce qu'évoquait Amel, et c'est aussi des éléments qu'on a discutés lors du projet avec la RATP, c'est par exemple la durée de vie des équipements. Le fait de pouvoir utiliser ces équipements personnels, avoir un seul téléphone au lieu de deux dans une entreprise, ça évite d'une part des impacts carbone négatifs, mais c'est des achats en moins pour les entreprises, donc c'est une réduction des coûts. Autre élément assez précis en termes de réduction des coûts, notamment sur les data centers. Un data center éco-conçu, c'est un data center qui consomme moins d'énergie. Et il se trouve que pour inciter à éco-concevoir, notamment dans la loi dont je parlais tout à l'heure sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, il y a des dispositions pour que les factures d'énergie associées au data center, s'il y a eu des éco-conceptions, qu'il y a une forme de bonus dans les taxes sur l'énergie. Donc il y a aussi des dispositions incitatives qui vont arriver pour réduire l'impact financier. Et puis peut-être un dernier élément, là c'est plus sur l'IA. L'an dernier, on était sur un projet d'IA pour une banque. On utilisait, les cordonniers ne sont pas toujours bien chaussés, beaucoup d'algorithmes. On avait mis en place une mesure en temps réel des ressources. Alors c'était d'un cloud d'AWS qu'on utilisait. Et en fait, quand les factures sont remontées, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas été très sobre, laissé tourner un petit peu trop de calculs ou pas optimiser. Et donc, rien que dans les études, dans l'utilisation des ressources cloud, faire attention, ne pas faire trop d'entraînement, c'est tout simplement des dépenses de cloud en moins qui peuvent être assez onéreuses. Donc ça, c'est l'aspect, et finalement, tous ces aspects positifs, il y en a de plus en plus avec le renchérissement des coûts de l'énergie. Et puis peut-être pour finir, au-delà des moins et des plus qui sont effectivement assez évidents, c'est plutôt qu'est-ce qu'apporte une démarche numérique responsable pour un acteur. C'est qu'au-delà de ses propres coûts, on a de plus en plus de donneurs d'ordre, notamment dans le secteur du numérique, mais aussi autrement, qui disent moi j'ai des critères d'appel d'offres dans mes achats, je veux un acteur qui est plus engagé, qui est plus green, je commence à mettre des points. Et typiquement, un acteur qui aura une démarche numérique responsable, par exemple aussi dans des appels d'offres, on va se dire il est mieux disant, il est plus avancé, et donc à deux acteurs égaux au même niveau sur tout le reste, ce facteur d'être engagé sur un numérique plus vert fera que vous gagnerez des contrats. Et donc on a vraiment cet aspect positif au-delà des simples coûts et économies. Donc c'est vraiment un levier de performance environnementale, mais aussi économique. Formidable, je veux dire qu'on peut mettre en place cette démarche et même aller chercher des retours financiers positifs
Bon, là, on arrive quasiment à la fin de notre conférence. Est-ce qu'un mot pour la fin, Monsieur Perrouet ? Oui, moi je rajouterais un chiffre derrière ces impacts financiers. Donc j'ai eu l'occasion de calculer le gain financier pour une université de 15 000 personnes, où la réduction grâce à une stratégie numérique responsable se chiffre au niveau de 25% du budget IT. Donc c'est quelque chose dans l'ordre de millions de francs suisses dans ce cas-là, puisque c'est une université suisse. À mettre en comparaison avec effectivement les coûts d'études qui étaient mentionnés. Moi, j'aurais pensé aussi aux coûts de formation, mais tout ceci, c'est en milliers. Chaque année, on parle donc de 25% d'un budget. Là, c'était des millions, donc c'est quelque chose d'extrêmement rentable, effectivement. Puis, dernière chose à laquelle on peut penser, pour les études, il y a des opérations comme le benchmark organisé par greenIT.fr qui, chaque année, permet de mutualiser ces coûts d'analyse pour réduire et avoir une méthodologie commune et qui permet de rendre la démarche numérique responsable vraiment très attractive d'un point de vue financier. Ok, très bien. On arrive à la fin de cette conférence. Donc merci à vous trois pour tous ces retours, ces partages de connaissances et d'expériences très intéressants. J'espère que les participants ont pu apprendre aussi. Et merci à vous tous du coup pour votre présence aujourd'hui.